Lorsqu'un médecin californien commence à présenter d'étranges symptômes, il prend la situation au sérieux. Son thé avait un goût étrange et il se demande si quelqu'un n'y aurait pas mis quelque chose. En installant des caméras cachées dans la cuisine, il découvre bien plus que prévu. Que la personne qui tente de l'empoisonner vit sous le même toit. C'est un scandale présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Les preuves. Dans le pudding ou dans le thé au citron, du moins c'est ce que disent les procureurs de la côte ouest, qu'un médecin californien a trouvé du drano dans son thé au citron. Et en plus, il a surpris la supposée empoisonneuse sur caméra, sa propre femme. Les procureurs affirment qu'ils traversèrent une séparation et un divorce difficile, menant à ces accusations choquantes. Une tentative de meurtre présumé, une coercition présumée d'enfants et des caméras cachées qui semblent raconter toute l'histoire. Le scandale du jour se déroule à Irvine, en Californie, à 65 km au sud de Los Angeles. Irvine est un quartier très huppé. Selon Zillow, le revenu médian des ménages y dépasse les 2 millions de dollars. Avec un tel salaire, il faut vraiment avoir un métier sérieux comme avocat, ponte d'Hollywood ou médecin. Et en fait, les deux personnes impliquées dans l'affaire d'aujourd'hui sont médecins. Un couple autrefois apparemment heureux, le docteur Jack Chen et la docteure Emily Yu. Selon les rapports, Jack est radiologue, tandis qu'Emily travaillait comme dermatologue. Et pendant un temps, tout semblait aller bien pour le couple. Mais comme cela arrive parfois, la relation a connu d'importants changements et en 2022, le couple se dirigeait vers le divorce. Et c'est en avril de cette année-là que Jack a commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans ses boissons, en particulier son thé au citron. Jack a plus tard décrit cela comme, je cite, un goût chimique, ce qui n'est pas quelque chose que l'on s'attend à associer au thé au citron. Après avoir remarqué un goût étrange dans ses boissons, Jack a aussi développé de graves problèmes de santé, comme des ulcères à l'estomac et des blessures internes. Et cela, ça a duré plusieurs mois. D'ailleurs, Jack sentait bien que quelque chose n'allait pas et a commencé à soupçonner que quelqu'un mettait quelque chose dans ses boissons. Alors il a décidé de prendre les choses en main. Jack a installé des caméras cachées chez lui, notamment dans la cuisine, dans l'espoir de découvrir ce qui arrivait à son thé. En visionnant les enregistrements, il a fait une découverte choquante. Sa femme, Emily, aurait empoisonné ses boissons. Les caméras cachées de Jack ont capté cet acte à 3 reprises. Les 11, 15 et 18 juillet 2022, montrant ce qui semble être Emily. En ajoutant du Drano, un déboucheur, dans son thé, des tests du FBI ont ensuite confirmé que le déboucheur était effectivement présent lorsque les tasses ont été analysées. Cela a mené à l'arrestation d'Emily Yu en août 2022. Les avocats de Jack ont publié des captures d'écran des enregistrements. Et c'est ce que nous vous avons montré tout au long de cette vidéo. L'équipe de Jack dit que Jack et Emily divorçaient alors, donnant à Emily un motif pour tuer Jack. Elle pouvait éviter le divorce et avoir la garde des enfants si Jack mourait. Emily a été accusée d'empoisonnement et de violence conjugale et selon le LA Times, elle a perdu son droit de visite en personne avec ses enfants fin 2022. Mais comme pour chaque affaire, il y a deux versions de l'histoire. La défense d'Emily soutient qu'elle a une explication légitime pour la présence de Drano dans la tasse. Elle dit qu'elle essayait de chasser les fourmis dans la cuisine. Vous avez bien entendu? Emily dit qu'il y avait des insectes ressemblant à des fourmis, un problème de fourmis, dans sa cuisine. Elle affirme que Jacquet lui a conseillé de mettre du desktop dans une tasse de limonade pour éliminer les fourmis. Ce n'est pas qu'elle essayait vraiment d'empoisonner Jacques. Mais Jacques n'est pas la seule personne qui s'inquiétait qu'Emily les empoisonne prétendument. Le LA Times rapporte que leur fille s'est confiée à un conseiller scolaire, disant qu'elle avait peur que sa mère l'empoisonne. La fille a dit au conseiller que sa mère lui avait appris à affirmer qu'elle ne voulait jamais vivre avec son père et préférait rester toujours avec sa mère. Le thérapeute a décrit tout cela dans une déclaration sous serment. On peut y lire, je cite, la fille, bouleversée et les larmes aux yeux, expliquait en hésitant à mentir. Parce que sinon, elle énerverait sa mère. Je lui ai demandé pourquoi elle craignait tant de la mettre en colère. Elle a répondu. Parce que, et si elle me faisait ce qu'elle a fait à mon père? Le thérapeute a alors demandé, as-tu peur que ta mère te tue? Et la fille a répondu, ah oui. Si cette histoire te paraît familière, c'est sans doute que tu l'as déjà entendue. Cela s'est produit il y a quelque temps. L'empoisonnement présumé a eu lieu en 2022 et Emily Yu a été inculpée en 2023.
Son procès devait avoir lieu il y a quelques semaines, mais voici la dernière mise à jour. Dans cette affaire, un témoin clé de l'accusation n'a pas pu se présenter lors des premiers jours du procès. Et l'État comptait sur ce témoignage, donc ils abandonnent les charges contre Émilie Hu. Et je sais que ça paraît assez radical. Elle s'en sort sans procès après avoir prétendument empoisonné son mari. Eh bien pour commencer, je veux vous rappeler qu'elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a eu aucune condamnation ici. Mais deuxièmement, le procureur dit qu'il prévoit fait de rouvrir le dossier contre elle. Il semble que ce témoignage d'expert soit vraiment important pour l'affaire. L'accusation refuse d'aller au procès sans cela. Pour l'instant, les charges semblent abandonnées, mais seront bientôt rétablies selon le procureur du comté d'Orange. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à aborder dans l'affaire d'aujourd'hui et je ne veux pas perdre de temps. Alors passons directement à notre interview et accueillons notre invité du jour. C'est l'avocat spécialisé en droit civique, Joe Richardson de Californie, où le crime présumé aurait eu lieu. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Scandale, Joe. Passons aux accusations. Cette femme est accusée d'avoir empoisonné son mari et les procureurs disent qu'ils ont tout enregistré en vidéo. Je veux dire, dès le départ, que pensez-vous de ces accusations? C'est un peu fou. Je veux dire, cet homme était tellement inquiet. Il avait l'impression que son thé avait un petit goût en plus, comme s'il y avait des produits chimiques dedans. Alors, il filme sans que sa femme le sache. Et il s'avère qu'à 2 ou 3 reprises, elle a pris du Drano sous l'évier et l'a versé dans ce qui est devenu son thé. Donc, l'idée que, vous savez, je suis sûr qu'on en parlera plus, mais l'idée qu'elle puisse avoir la défense qu'elle a. Vous savez, la plupart d'entre nous ne font pas l'erreur de verser du Drano dans la boisson de quelqu'un et que ça arrive jusqu'à lui, où il en boit à plusieurs reprises. Donc, sa défense est très intéressante. Mais oui, vous savez, ça ne l'a pas tué. Il a eu quelques symptômes physiques et il a finalement survécu. Mais il y a toujours des accusations liées à ce qu'elle faisait réellement. Et cela finit par devenir, vous savez, des crimes graves et des accusations très sévères. Où elle reste, où elle pourrait prendre un peu de temps. Vous soulignez un point intéressant. La plupart d'entre nous conservent des produits, comme le Drano ou d'autres nettoyants. La plupart du temps, c'est sous notre évier de cuisine, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas en manger, on ne veut pas en consommer, c'est différent de notre garde-manger. Donc allez sous l'évier de la cuisine et prendre quelque chose qui a, vous savez, un de ces bouchons de sécurité pour enfants. Parce que le simple fait que cela puisse être dangereux ou toxique pour un enfant ou pour n'importe quel humain, c'est un peu fou. Je veux d'abord aborder l'intention ici, car il serait difficile de dire que c'était un accident. Je parlerai de sa défense plus tard, surtout après avoir parlé du couvercle de sécurité enfant pour vraiment l'enlever. C'est probablement sous l'évier de la cuisine, loin de l'endroit où vous stockez vos boissons ou votre thé. Je veux dire, Drano est clairement habituellement dans une bouteille rouge. C'est comme, attention, ne mettez pas ça dans une boisson. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses donc de l'aspect de l'intention? Oui, l'antenne était importante ici. Et ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit démontrer qu'il n'y avait aucune intention de faire ce qui a réellement été fait. Elle a aussi d'autres choses séparées. Mais l'idée que cela soit arrivé par accident, ce serait juste quelque chose de terriblement, tu sais, d'extrêmement négligent. Je veux dire, ça n'arrive à personne d'autre. Et il semble qu'au moins, selon les allégations, elle avait l'intention de faire cela. Parce qu'ils sont en instance de divorce, ils sont en train de divorcer. Et donc, elle voulait lui faire du mal, voire le tuer. Il s'avère qu'elle n'a pas pu le tuer. Mais, vous savez, je pense que ça va être difficile pour elle de séparer, faute d'un meilleur terme, l'intention de divorcer de l'acte réel ici. Parce que quelque chose comme ça n'arrive généralement pas par accident. Je suis vraiment content que la victime dans cette affaire ait pu se rendre compte de plusieurs choses. Vous savez, tout d'abord, que quelque chose avait un goût bizarre. C'est aussi un médecin, il sait donc qu'il doit prendre soin de son corps. Lorsqu'il a des symptômes, il fait des analyses pour comprendre la situation. Et puis, mais pour aller encore plus loin ici, installer carrément des caméras cachées, c'est fou. Et tu as parlé de divorce dans tout ça, parce qu'il semble qu'ils étaient en train de se séparer, de divorcer. Donc si je suis procureur, je dirais que tu as beaucoup à y gagner. Si tu te sépares de ton mari et que tu veux probablement la garde des enfants, ce serait plus facile, hein, non? S'il n'existait plus, tu sais, s'il décédait, s'il mourait, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que les procureurs mettraient en avant? Oui, je pense, parce que à chaque fois qu'on engage une procédure pénale, si on peut, tu veux pouvoir présenter un pourquoi avec un pourquoi. Tu veux pouvoir présenter un mobile. Voilà ce qu'elle fait, voilà pourquoi elle le fait, au cas où ce serait incroyable qu'il le fasse. Alors tu dis, eh bien, pourquoi quelqu'un ferait ça?
Et si tu peux répondre à cette question de façon définitive, et en plus, je ne sais pas combien de tout ça sera retenu, mais plus tard, je veux dire, ces accusations datent d'il y a quelques années. Et pendant la procédure de divorce, les enfants disent que la mère les a en fait encouragés à mentir en son nom et tout ça. Ils craignaient cela. Peut-être ont-ils mis quelque chose et qu'elle en a ajouté dans leur boisson ou qu'elle ait un problème. Il aurait un problème. Ils auraient des problèmes s'ils ne coopéraient pas avec la mère. Et donc, je ne sais pas combien de tout cela sera réellement pris en compte, mais cela va certainement la mettre dans une mauvaise posture. Mais il existe un mobile clair, une raison évidente que les procureurs peuvent utiliser pour renforcer leur dossier. Tu as aussi évoqué un point intéressant sur les enfants. Honnêtement, beaucoup des affaires que je couvre dans Scandal, les enfants y sont souvent au cœur des conflits lors d'un divorce, car les deux parents souhaitent généralement la garde exclusive. Pas toujours, mais dans les affaires que je traite dans mon émission, c'est généralement ce qui arrive. Ensuite, faites faire parler les enquêteurs avec les enfants. Ah, il me semble que c'est le LA Times qui l'a dit. La fille a vu la psychologue de l'école et a dit: «J'étais nerveuse, ma mère allait m'empoisonner. Elle m'a un peu forcé ou entraîné à dire certaines choses. Maintenant, ce ne sont que des allégations. Mais est-ce que ce serait vraiment important? Entendre davantage la fille, les autres enfants, savoir s'ils craignaient eux aussi pour leur vie et d'être empoisonnés par leur mère?» Eh bien, si j'étais la défense, je soutiendrais certainement que c'est plus préjudiciable que probant, et donc que cela ne devrait pas être retenu. Et est-ce que cela a un rapport direct avec l'affaire en question, à savoir si elle est réellement coupable du crime dont elle est accusée en ce qui concerne le mari? On peut dire que ce n'est pas le cas, mais lors de la détermination de la peine, cela pourrait être pris en compte, car il arrive souvent que quelqu'un soit condamné. Il regrette maintenant, vous voyez, je suis désolé et veut assumer la responsabilité. Ah oui? Et donc, il y a un potentiel pour que cela ait une influence sur certaines choses plus tard. Je ne sais pas si cela sera accepté comme preuve, car la défense arguera sûrement que c'est plus préjudiciable. Parlons de la défense, parce que c'est aussi quelque chose que vous avez évoqué. Et cela m'a vraiment, vraiment intéressé. Donc essentiellement, ce que l'accusé dit dans tout cela, c'est: oui, il y avait du Drano. Oui, d'accord, je l'ai versé dans une tasse. Nous avions un problème de fourmis et d'insectes dans la cuisine. Mon mari m'a dit que le Drano était souvent efficace pour ça. Je le verse donc dans une tasse pour éliminer les fourmis dans la cuisine. Défense intéressante. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vous le dis, je veux dire, je ne sais pas quoi dire quand ils vous prennent la main dans le sac sur une vidéo, il faut bien trouver une excuse. Donc, ce qu'elle a dit, c'est que oui, on utilise ça contre les fourmis et on le fait. On a mis le desktop dans la limonade d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas juste du desktop dans les canalisations. Ce n'est pas comme, tu sais, du RAID ou quelque chose que beaucoup de gens utiliseraient. Franchement, pour être totalement honnête, quand j'étais petit, Easy Off, le nettoyant pour four, était même un peu plus puissant que le RAID, d'accord. Mais ça n'a jamais fini dans la boisson de quelqu'un, n'est-ce pas? Tu vois, donc elle va avoir des problèmes avec ça. Mais il y aura aussi des témoignages disant que ces symptômes n'étaient pas compatibles avec le fait d'avoir bu du Drano. En fait, c'est cohérent avec un reflux acide. Donc ça va aussi être intéressant et je ne sais pas vraiment à quel point ça aide. Parce que s'il y a l'intention de sa part de lui faire du mal, alors, vous savez, ça ne l'innocente pas forcément. C'est sûrement une défense créative. Je veux dire, j'imagine qu'ils doivent présenter une forme de défense. Surtout quand tu as souligné qu'on a ces vidéos, ces images d'elle en train de verser le Drano. C'est vraiment difficile à contester si on a ça sur caméra. Donc c'est une défense intéressante, au minimum. Cependant, je me demande si l'accusation n'aurait pas un dossier plus solide ici. Rien que sur la préméditation aussi, parce que cela serait arrivé à plusieurs reprises. Donc je dirais d'accord. Si elle l'avait fait une fois, elle aurait eu plus de temps pour réfléchir à son choix, et moi je n'aurais sans doute pas dû agir ainsi. Pas le faire 2, 3 fois? Combien de fois est-elle accusée de l'avoir fait? Que penses-tu de la préméditation dans tout ça? Oui, je veux dire, c'est assez fort, non? Si tu le fais, comme tu dis, tu fais quelque chose une fois, peut-être que tu peux l'expliquer comme un horrible accident. Mais à chaque fois, tu sais, tu prends le Drano et tu le verses dans un gobelet ordinaire. Je veux dire, chaque fois que tu fais quelque chose comme ça, tu ne verses plus de Drano dans un gobelet ordinaire, pas plus que tu ne verses de l'alcool dans un gobelet ordinaire. Tu vois, ce genre de choses pour t'assurer qu'il y a une séparation, même si c'est un peu différent. Mais à la maison, je suis très à l'ancienne. Je nettoie mes baskets avec une brosse à dents,
Je sépare la brosse à dents et je la mets dans la section lavage. Et Je ne l'ai pas dans le... tiroir avec mes autres brosses à dents? Non. Je fais des choses pour m'assurer qu'il y a une séparation et donc utiliser un ustensile qui se trouve dans la cuisine. On boit dans des tasses dans la cuisine. On n'utilise pas une tasse pour autre chose que pour boire quelque chose dans la cuisine. Si vous l'avez dans la buanderie, posez debout là où les enfants ne peuvent pas l'atteindre. D'ailleurs, il faut le protéger des enfants. Les enfants ne devraient pas entrer et voir ça, entrer dans une pièce et dire « Oh mon Dieu, j'ai soif, n'est-ce pas? » Vous faites exprès de ne pas accéder à certaines choses, établissant ainsi une délimitation. Le fait que cela se soit produit plusieurs fois, il n'y avait aucune délimitation. Et donc, il y a cette énorme, immense chose, vous savez, involontaire. Parce qu'on essayait juste de tuer les fourmis en utilisant une tasse ordinaire pour verser du Drano avec de la limonade et d'une manière ou d'une autre, ça se retrouve dans le thé de votre mari. Je veux dire, ça va paraître incroyable et il risque d'insulter l'intelligence du jury. Pendant que tu racontes tout ça, je réfléchis. On a des brosses à dents séparées pour notre lessive en fait. Pour les trucs qu'on fait dans la cuisine, regarde, même le gobelet qu'on utilise pour laver. Mon chien, tu sais, dans la baignoire, ça ne s'approche jamais de quoi que ce soit. Je bois. Les jurés vont sûrement s'y reconnaître aussi, non? Tu les sépares car tu ne veux rien ingérer, même pas l'eau ayant servi à laver ton chien. Burke, personne. Ne veut ça? Encore moins? Drano. Le jury, vous l'avez mentionné. C'est intéressant car je suis sûr qu'ils y penseront. Comme vous l'avez souligné, ces allégations datent de plusieurs années. Des accusations ont été déposées, nous irons au procès. Cependant, à la dernière minute, les choses changent un peu. Lorsqu'un témoin clé doit témoigner, son emploi du temps l'en empêche. Pouvez-vous m'expliquer tout cela? Pourquoi les charges seraient-elles abandonnées si elles vont simplement être réintroduites? Je veux dire, ce témoin serait-il vraiment aussi important? Eh bien, tout d'abord, il semble que le témoin va être important. C'est un témoin essentiel. Si bien que, pour l'instant, ils vont déposer une requête pour classer l'affaire. Chaque affaire est différente, mais en général, il s'agit d'un délit mineur. Vous avez un certain délai pour ouvrir l'affaire. Si vous traitez une affaire de crime, vous pouvez rouvrir l'affaire tant que le délai de prescription n'est pas expiré. Donc, en gros, ils vont procéder à la formalité de classer l'affaire puis de la redéposer. C'est du moins ce qu'ils prétendent faire. Pendant ce temps, à la base, j'ignore s'il y a des discussions en coulisses où cette femme dit « Écoutez, ça finira par poser problème. » Je ne sais pas si vous gagnerez cette affaire, ni si ces discussions existent, ni combien de temps cela sera reporté. Je ne serais pas surpris s'il y avait des discussions, car il semble vraiment l'avoir prise sur le fait. Techniquement, il n'est pas rare qu'un procureur classe temporairement une affaire. Vous devez dire prêt pour le procès le jour du procès. Il est clair qu'un incident malheureux et imprévu s'est produit, empêchant un témoin clé de participer. Et donc, il y a un non-lieu pour le moment, mais l'affaire peut toujours être relancée. Vous avez un peu expliqué cela, mais je voudrais demander un peu plus de précision. Quand je pense à être à nouveau inculpé pour des accusations similaires, je pense à la double incrimination. Mais cela concerne une condamnation, non? Si ces accusations ont été abandonnées, elles peuvent être réintroduites car elle n'a jamais été jugée pour elles. Oui, exactement. Vous pouvez redéposer tant que vous n'avez pas franchi un certain seuil. Bien sûr, vous ne pouvez pas aller au procès, perdre le procès et dire « Attendez, essayons autre chose avec les mêmes faits. » Vous savez, essayons de passer devant un autre juge, essayons de choisir le tribunal. Vous ne pouvez pas faire ça. Une fois que vous avez franchi ce seuil où il y a eu une décision ou que vous avez présenté vos preuves, la défense a demandé un jugement en disant en gros « Et ils n'ont pas présenté leurs preuves, ça suffit. » Et le juge est d'accord. Oui, la double incrimination s'appliquerait, donc vous ne pourriez pas revenir, mais ils n'avaient pas atteint ce seuil ici. Ils pourraient reprendre l'affaire car ils ne sont pas allés au bout. Qu'en est-il du droit à un procès rapide? Je sais que cela peut évidemment être renoncé et tout ça. Mais tout dans ces allégations remontent à quelques années. Est-ce que cela aurait un impact ici? Probablement pas, parce que la plupart du temps, quand les choses sont reportées, surtout dans une affaire pénale, les deux parties acceptent de continuer. Il n'est pas rare qu'un prévenu renonce à son droit à un procès rapide parce que, entre autres, cela lui donne plus de temps pour se préparer. Il y a une phase de communication des preuves, puis X aide ou Z se produit. L'autre chose, c'est qu'elle a été en liberté tout ce temps. Je crois qu'elle a une caution de 50 000 $.
Donc, vous savez, la vie a continué, donc c'est plutôt correct. Plus de temps permet en fait à tout le monde d'être mieux préparé. Donc, vous savez, ça ne posera pas de problème au niveau du calendrier parce qu'à ce stade, ils ont probablement accepté le report. Ou le juge a dit, d'accord, nous devons revenir. Nous ne sommes pas prêts pour X, Y ou Z. J'ignore la date et la rapidité des audiences préliminaires ainsi que d'autres détails. Donc parfois, la machine de la justice avance un peu plus lentement, mais cela donne simplement à tout le monde plus de temps pour se préparer. Donc le plus souvent, les parties vont accepter ce genre de choses, surtout si quelqu'un est en liberté, de prison et hors de garde à vue. Pour répondre à ta question, si j'étais elle et que j'étais libéré sous caution ou sous garantie en ce moment. Oui, d'accord, repoussons un peu plus loin, pas longtemps. Je n'ai pas envie d'affronter, tu sais, le pire ici, c'est-à-dire la prison. Ma dernière question pour toi, Joe, c'est qu'est-ce que tu en penses là, pour la suite? As-tu une théorie, ou pourrais-tu en formuler une? As-tu une idée du calendrier pour un nouveau dépôt ou attends-tu une issue particulière? Tu sais, pour le calendrier, je ne suis pas sûr car cela dépend souvent de l'emploi du temps du juge, si c'est le même. Je ne sais pas à quel point les affaires sont repoussées du côté pénal. Est-ce qu'il retourne tout au fond de la file ou est-ce qu'il passe plutôt vers l'avant? Sous réserve de la planification, je n'en suis pas certain. Quant aux perspectives, ils ont de bonnes chances de la condamner ici. Parce que vraiment, il va falloir la croire. Je te parie 10 contre 1. Elle va devoir témoigner à la barre dans cette affaire. Elle n'a pas le choix. Elle peut refuser de s'auto-incriminer, mais devra témoigner. Elle doit s'expliquer et risque d'être mise en difficulté. La défense devra avancer un certain type d'argument, que malgré le fait que vous ne l'aimiez pas pour telle ou telle raison, le coup doit être atténué, voire l'acquitter complètement. Mais je pense que dans ce cas particulier, en supposant que l'accusation présente ce qu'elle souhaite, je pense qu'ils ont de bonnes chances de la condamner. Parce que cela va à l'encontre de toute notion, cela sape toute notion de bon sens. Que cette femme ait accidentellement empoisonné son mari devant la caméra à plusieurs reprises. Difficile à croire, non? Et je veux dire, si tu as raison sur le fait qu'elle va témoigner, c'est un témoignage que je vais vouloir voir. Nous allons tous vouloir entendre une sorte d'explication dans tout ça, donc je suppose qu'on va juste devoir attendre et voir. Pour aujourd'hui, cependant, Joe Richardson, merci d'être venu sur Scandale avec nous et de nous avoir expliqué l'affaire. Ravi de te voir, Sierra, comme toujours. C'est là que le scandale d'aujourd'hui nous laisse pour l'instant. Pour les dernières mises à jour sur cette affaire et tout ce qui concerne le monde du true crime, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Sierra Gillespie. Vous pouvez aussi nous écrire par email à la ligne de signalement scandaleux@crime.com. Merci d'avoir suivi cet épisode de Scandale. Je suis votre hôte Sierra Gillespie. À bientôt.